Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, l'esprit économique. Fondé par Sophie Boutillier et Dimitri Usunidis en 1996. Dirigé par Sophie Boutillier, Blandine Laperche, Dimitri Usunidis. Si l'apparence des choses se confondait avec leur réalité, toute réflexion, toute science, toute recherche serait superflue. La collection L'esprit économique soulève le débat, texte et images à l'appui, sur la face cachée économique des faits sociaux. Rapports de pouvoir, de production et d'échange, innovations organisationnelles, technologiques et financières, espaces globaux et microéconomiques de valorisation et de profit, pensée critique et novatrice sur le monde en mouvement. Ces ouvrages s'adressent aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs en sciences économiques, politiques, sociales, juridiques et de gestion, ainsi qu'aux experts d'entreprise et d'administration des institutions. La collection est divisée en 6 séries. Dans la série Économie et innovation sont publiés des ouvrages d'économie industrielle, financière et du travail, et de sociologie économique qui mettent l'accent sur les transformations économiques et sociales suite à l'introduction de nouvelles techniques et méthodes de production. L'innovation se confond avec la nouveauté marchande et touche le cœur même des rapports sociaux et de leurs représentations institutionnelles. La série Économie formelle a pour objectif de promouvoir l'analyse des faits économiques contemporains, en s'appuyant sur les approches critiques de l'économie telle qu'elle est enseignée et normalisée mondialement. Elle comprend des livres qui s'interrogent sur les choix des acteurs économiques dans une perspective macroéconomique, historique et prospective. Dans la série Le Monde en question sont publiés des ouvrages d'économie politique, traitant des problèmes internationaux. Les économies nationales, le développement, les espaces élargis, ainsi que l'étude des ressorts fondamentaux de l'économie mondiale sont les sujets de prédilection dans le choix des publications. La série Crisis a été créée pour faciliter la lecture historique des problèmes économiques et sociaux d'aujourd'hui, liés aux métamorphoses de l'organisation industrielle et du travail. Elle comprend la réédition d'ouvrages anciens, de compilations de textes autour des mêmes questions et des ouvrages d'histoire de la pensée et des faits économiques. La série Clichés a été créée pour fixer les impressions du monde économique. Les ouvrages contiennent photos et textes pour faire ressortir les caractéristiques d'une situation donnée. Le premier thème directeur est « Mémoire et actualité du travail et de l'industrie », le second « Histoire et impact économique et sociaux des innovations ». La série cours principaux comprend des ouvrages simples, fondamentaux et ou spécialisés qui s'adressent aux étudiants en licence et en master en économie, sociologie, droit et gestion. Son principe de base est l'application du vieil adage chinois « Le plus long voyage commence par le premier pas ». Les financiers ne font bien leurs affaires que lorsque l'État les fait mal. Talleyrand. Avant-propos. Le déclenchement de la crise des subprimes et la récession généralisée de l'économie mondiale invitent à une analyse approfondie du crédit bancaire. Cet ouvrage a pour but de poser les fondements d'une réflexion structurelle et systémique sur le fonctionnement de l'économie de marché. Il s'efforce de décrypter le double aspect du crédit bancaire qui est à la fois un canal de transmission de la politique monétaire et un outil macroéconomique de stabilisation des marchés. Alors que les banques ont recours de manière massive et intense à des pratiques innovantes à haut risque dans le but de garder intacts leurs fonds propres, tout en répondant aux exigences de la réglementation du comité de Bâle, on s'interroge sur la surenchère d'optimisation des bénéfices à court terme par l'usage immodéré de l'effet de levier. Le livre laisse ouverte la question d'une possible alternative à la titrisation, pour faire face à la demande croissante de financement des économies de l'OCDE alors qu'il y a peu d'épargne disponible, que les banques se retrouvent avec des capitalisations insuffisantes, que les États sont surendettés, que les bourses sont en déclin et que la seule solution alternative immédiate qui serait le financement des économies par des fonds souverains semble inappropriée du fait de la détention de ces fonds par des États principalement asiatiques et moyen-orientaux, ce qui pourrait conduire à une nationalisation transfrontalière. Comme l'économie de marché repose sur les banques, et que son fonctionnement dépend du crédit bancaire,
Les mesures nationales des plans de relance de tous les pays ont visé à assurer un fonctionnement optimal du canal crédit et pour ce faire, à l'exception de l'Allemagne, les gouvernements ont aidé les banques à retrouver leur solvabilité et leur liquidité. Ce scénario se reproduira à chaque crise et les banques le savent, car sans crédit bancaire, l'économie des pays occidentaux est paralysée. Les nombreuses interrogations posées par la crise des subprimes méritent une réflexion en profondeur sur l'organisation du système financier global, et surtout des réponses concrètes et efficaces afin d'éviter une nouvelle crise. Aussi devient-il urgent d'améliorer la compréhension et l'utilisation du canal crédit, en tant qu'outil majeur de transmission de la politique monétaire. Ce dernier est devenu un instrument clé et innovant pour favoriser une sortie de récession rapide. Chapitre 1 – La finalité de la politique monétaire. La politique monétaire est au cœur des débats économiques, car c'est à elle que revient l'objectif de stabilisation des prix. Cette montée en importance de la politique monétaire dans la zone euro et aux États-Unis a lieu dans un contexte où la politique budgétaire n'est plus l'instrument principal de régulation conjoncturelle à cause des préoccupations relatives au déficit budgétaire et à l'endettement des consommateurs, et à cause de la difficulté de procéder à un réglage précis des mesures budgétaires pour atteindre le degré de stabilisation ciblé. Les banques centrales ont besoin de comprendre les mécanismes par lesquels la politique monétaire affecte l'économie, de pouvoir évaluer l'incidence de leurs actions sur l'économie, pour élaborer une stratégie de politique monétaire menant à la stabilité des prix. Pour y parvenir, l'action des banques centrales consiste à relever les taux d'intérêt directeurs pour prévenir une hausse de l'inflation, et à les baisser pour empêcher une récession de l'activité économique. Les keynésiens et les monétaristes utilisent deux méthodes d'analyse empirique différentes. Les monétaristes adoptent une approche par la forme réduite et accordent plus d'importance que les keynésiens aux variations de l'offre de monnaie. Les keynésiens privilégient une modélisation structurelle. Dans l'approche keynésienne, l'offre de monnaie agit sur les taux d'intérêt qui agissent à leur tour sur les dépenses d'investissement, qui affectent la production et la dépense globale. La relation qui existe entre la monnaie et la production, ou la dépense globale est étudiée au moyen d'une analyse empirique des différents canaux de transmission de l'influence de la monnaie, comme par exemple la relation qui existe entre les taux d'intérêt et les dépenses d'investissement. Dans le cadre de l'approche par la forme réduite, les monétaristes ne précisent pas les différents canaux à travers lesquels la monnaie agit sur la demande globale. Ils examinent seulement si l'évolution de la production est fortement corrélée à l'évolution de la monnaie. Si la connaissance du modèle est bien maîtrisée, l'approche structurelle est meilleure car elle permet de connaître le fonctionnement de l'économie, de comprendre les effets de la politique monétaire sur l'activité économique et d'évaluer chaque mécanisme de transmission. Par contre, si la connaissance des mécanismes de transmission n'est pas sûre, une observation de la corrélation entre les mouvements de la production et ceux de la monnaie pourrait permettre de mieux comprendre l'effet de la monnaie sur la production, à condition de garder à l'esprit qu'une corrélation n'implique pas nécessairement une causalité. Les deux approches se suivent chronologiquement. L'analyse théorique de la détermination du niveau de l'activité économique globale, proposée en 1936 par Keynes, connut une popularité très forte et fut acceptée par la majeure partie des économistes à partir des années 1950 jusqu'au début des années 1980. Pour les premiers keynésiens, la politique monétaire n'avait pas d'importance dans les mouvements de l'activité globale, par conséquent dans le cycle. Ce point de vue reposait sur l'observation de la faiblesse de la relation entre les taux d'intérêt et l'investissement, et sur l'idée que la politique monétaire a été une politique d'argent facile au cours de la Grande Dépression, pendant laquelle les taux d'intérêt des effets publics sont restés faibles. À partir de 1960, un groupe d'économistes monétaristes de l'Université de Chicago, dirigé par Milton Friedman, oppose à cette interprétation trois arguments. 1. On ne peut pas avoir une idée claire de la relation entre les taux d'intérêt et l'investissement, car dans l'analyse, on s'intéresse aux taux d'intérêt nominaux et pas aux taux d'intérêt réels. 2. Les effets des taux d'intérêt sur l'investissement constituent seulement l'un des nombreux mécanismes de transmission à travers lesquels la politique monétaire exerce une influence sur la demande globale.
3. Si l'on compare les valeurs observées des taux d'intérêt réels et des taux d'intérêt sur les obligations les moins bien cotées à leur valeur normale, on découvre que la politique monétaire est restée très restrictive lors de la Grande Dépression. 1. De cette manière, le concept monétarisme apparaît dans les années 1960 comme antonyme du budgétarisme. Le monétarisme de Milton Friedman est une méthode empirique d'analyse des cycles et un essai d'interprétation théorique des régularités relevées lors de cette recherche empirique. Le monétarisme stricto sensu fait référence à la règle monétaire recommandée par Milton Friedman, qui consiste dans une croissance constante et modérée de la masse monétaire visant à assurer la stabilité des prix. Par extension, on parle de monétarisme pour désigner une stratégie de politique monétaire accordant de l'importance à l'évolution des agrégats monétaires. C'est cette approche qui est utilisée pour la détermination de la politique monétaire à partir de 1980, jusqu'au début de la crise des subprimes. Aujourd'hui, les keynésiens pensent que la politique monétaire a un impact important dans la détermination de l'activité économique et du niveau général des prix, mais ne sont pas d'accord pour affirmer que seule la monnaie compte. Et pour les monétaristes, l'influence de la politique monétaire sur la demande globale ne se limite pas à l'influence exercée sur les taux d'intérêt sur les dépenses d'investissement. La politique monétaire en période de crise de liquidité consiste généralement dans une injection de liquidité pour réduire les tensions sur le marché interbancaire et restaurer la confiance. Cette action est souvent complétée par une action sur les taux d'intérêt qui se concrétise la plupart du temps par une baisse des taux directeurs dans le but de réduire l'effet de la crise financière sur la croissance. De manière générale, périodiquement les banques peuvent être touchées par une crise de liquidité du fait qu'elles utilisent une partie de leurs ressources liquides pour financer des emplois illiquides. Par conséquent, tout en étant solvables, elles ne disposent pas toujours de liquidité suffisante pour faire face à des retraits non anticipés d'une partie importante de leurs passifs liquides. L'importance du prêteur en dernier ressort vient ainsi moins de son rôle d'instrument de politique monétaire que de son utilisation pour éviter les paniques bancaires. Beaucoup d'économistes pensent que les paniques bancaires de la période de 1930 à 1933, qui ont été à l'origine de la plus forte contraction de la masse monétaire de l'histoire américaine, sont la cause de la Grande Dépression. Car en limitant la capacité des intermédiaires financiers et des marchés de capitaux, les paniques bancaires perturbent gravement le fonctionnement de l'économie. Au moment de la création du système fédéral de réserve, sa principale fonction était d'agir comme prêteur en dernier ressort. Mais, comme en attestent les nombreuses faillites bancaires survenues lors de la Grande Dépression, le guichet de l'escompte n'a pas toujours été utilisé par la Fed pour empêcher les paniques bancaires. La Fed a tiré les leçons des erreurs commises pendant la Grande Dépression et a très bien rempli son rôle de prêteur en dernier ressort après la Seconde Guerre mondiale comme nous pouvons le constater par exemple. En 1984 quand la Fed a prêté à la Banque Continental Illinois plus de 5 milliards de dollars. Le 11 septembre 2001 quand la Fed a publié quelques heures seulement après l'attentat, le communiqué suivant, le système fédéral de réserve est ouvert et fonctionne. Le guichet de l'escompte est disponible pour satisfaire les besoins de liquidité. 2. Et elle a fourni 45 milliards de dollars aux banques dans le cadre d'opérations au guichet, 200 fois le montant offert au cours de la semaine précédente, ce qui, combiné à l'injection de 80 milliards de monnaie centrale dans le cadre des opérations d'open market, a permis au système financier de continuer à fonctionner. Ou lors de la crise des subprimes, à une exception près qui fut le fait de ne pas sauver la banque d'investissement Lehman Brothers dont la faillite le 15 septembre 2008 a ébranlé le système financier mondial. Lors de la crise des subprimes, la Banque centrale européenne a aussi pleinement joué son rôle de prêteur en dernier ressort en assurant le fonctionnement du système européen. En règle générale, le rôle du prêteur en dernier ressort est joué par les banques centrales qui peuvent prêter des liquidités supplémentaires aux banques en prenant comme collatéral les actifs de bonne qualité détenus par les banques, la difficulté étant pour les banques centrales d'évaluer ces actifs financiers à leur juste valeur, alors que lorsque la liquidité disparaît, la valorisation de marché d'un certain nombre d'actifs est anormalement basse. Mais à partir d'août 2007,
Les banques centrales se trouvent dans une toute autre configuration car le problème de liquidité auquel sont confrontées les banques n'est pas dû à une contraction de la liquidité globale ou aux pertes économiques des banques stricto sensu, mais à la disparition de la liquidité sur certains marchés d'actifs que les banques détiennent et qui les empêchent de les vendre pour obtenir des ressources liquides. De facto, en allongeant la durée de leurs emprunts et en élargissant l'éventail de catégories d'actifs financiers acceptés en tant que collatéral, les banques centrales se sont retrouvées dans un rôle plutôt d'acheteur en dernier ressort que de prêteur en dernier ressort. 1. Les canaux de transmission de la politique monétaire. Les principaux canaux de transmission de la politique monétaire sont les suivants. 1. Le canal traditionnel du taux d'intérêt. Le canal traditionnel du taux d'intérêt 3 agit sur l'investissement via le coût du capital. L'investissement réagit plus fortement que la consommation à une variation de taux d'intérêt, à cause de sa sensibilité aux modifications du coût d'utilisation du capital. Si les ménages sont créanciers nets, comme c'est le cas par exemple dans l'Union européenne, une hausse des taux d'intérêt accroît leurs revenus disponibles, tout en réduisant les bénéfices des entreprises et en creusant le déficit des administrations. Son effet sur la consommation est néanmoins négatif. Des économistes comme John Taylor, 1995 pages 11 à 26, considèrent toujours que les taux d'intérêt exercent un effet considérable sur les dépenses de consommation et d'investissement, surtout dans les économies où dominent les prêts à taux fixe. Mais d'autres comme Ben Bernanke et Mark Gertler, 1995 pages 27 à 48, affirment que les études empiriques ont beaucoup de mal à déceler une incidence significative des taux d'intérêt via le coût du capital, d'où leur intérêt pour le canal du crédit. 1. 2. Les canaux de prix d'autres actifs. 1.2.1 Le canal du taux de change. Le canal du taux de change revêt un rôle essentiel dans les économies de taille plus réduite que les États-Unis ou la zone euro, où le poids du commerce extérieur est plus important. Étant donné l'internationalisation croissante des économies et le passage à des taux de change flexibles, les économistes se sont davantage intéressés à la transmission de la politique monétaire à travers l'influence des taux de change sur les exportations nettes. Ce canal fait également intervenir les effets du taux d'intérêt car la baisse des taux d'intérêt réels nationaux réduit l'attrait des dépôts en monnaie nationale par rapport à ceux en devises, ce qui entraîne une baisse de la valeur des dépôts en monnaie nationale par rapport à ceux en devises, c'est-à-dire une dépréciation, flèche vers le bas. La dépréciation de la monnaie nationale diminue le prix des biens nationaux par rapport aux biens étrangers, ce qui entraîne une augmentation des exportations nettes, NX flèche vers le haut, et donc de la production globale, ce qui peut être exprimé par le schéma suivant. M flèche vers le haut égale plus grand que IR flèche vers le bas égale plus grand que E flèche vers le bas égale plus grand que NX égale plus grand que I flèche vers le haut. Le taux de change a aussi un effet direct sur le niveau des prix domestiques, en influençant le prix des importations en devises nationales. Une dépréciation augmente l'indice des prix des biens de consommation domestiques. Les variations des taux de change modifient aussi les prix relatifs quand les salaires nominaux et les prix deviennent rigides, et ces effets de taux de change réels causent des effets de substitution entre les biens domestiques et étrangers, influençant ainsi l'ensemble de la demande et de l'offre. Comme les taux de change réagissent rapidement au changement des taux d'intérêt, le canal du taux de change inflation accélère l'impact de la politique monétaire sur l'inflation domestique. 1.2.2. Le canal du cours des actions. Les variations importantes des cours d'actions ont des effets directs significatifs sur les dépenses de consommation des ménages plus aux États-Unis, où la capitalisation boursière est de 179,8% du PIB qu'en Europe, où la capitalisation est de 90,2% du PIB. En Europe, il est plus probable que les effets de richesse se transmettent par le vecteur des prix des autres actifs comme les obligations et l'immobilier. Q de Tobin, 1969 pages 15 à 29, et les effets de richesse. D'après la théorie du coefficient Q, de Tobin, la politique monétaire affecte l'économie par le biais de ses effets sur la valorisation des actions. Ainsi, la chute des taux d'intérêt découlant d'une politique monétaire expansionniste réduit l'attrait des obligations par rapport aux actions,
ce qui entraîne une hausse des cours de ces dernières. Par conséquent, le mécanisme de transmission de la politique monétaire est le suivant. M égale plus grand que PA flèche vers le haut égale plus grand que Q flèche vers le haut égale plus grand que I flèche vers le haut égale plus grand que I flèche vers le haut. Où PA représente le prix des actions, Q le coefficient de Tobin et I l'investissement. J Tobin définit le coefficient Q comme le rapport entre la valeur boursière des entreprises et le coût de renouvellement du capital. Si Q est élevé, la valeur boursière des entreprises est forte comparée au coût de renouvellement du capital, et les nouveaux investissements productifs sont peu onéreux par rapport à la valeur boursière des entreprises. Les entreprises peuvent alors émettre des actions à un prix élevé, comparé au coût des investissements productifs qu'elles réalisent. Par conséquent, les dépenses d'investissement augmentent. Par contre, lorsque Q est faible, c'est plus intéressant pour les entreprises d'acheter une autre entreprise à un prix avantageux et acquérir ainsi du capital existant que d'acquérir des nouveaux biens d'équipement. Le canal des effets de richesse. Le canal des effets de richesse a été mis en évidence par Franco Modigliani dans son modèle MPS. Dans son modèle de cycle de vie, Modigliani considère que les dépenses de consommation sont déterminées par les ressources des consommateurs tout au long de leur vie, qui sont constituées du capital matériel, du capital humain et du patrimoine financier. Or, dans des pays comme les États-Unis, les actions constituent une composante majeure de ce patrimoine. Par conséquent, lorsque les cours des actions montent, les ressources globales des consommateurs augmentent aussi et par là même, la consommation, ce qui peut être formulé de la manière suivante. M flèche vers le haut égale plus grand que PA flèche vers le haut égale plus grand que richesse flèche vers le haut égale plus grand que consommation flèche vers le haut égale plus grand que I flèche vers le haut. 1. 3. Les canaux du crédit. L'approche de la théorie du canal du crédit met l'accent sur le rôle spécifique joué par l'actif et le passif financier. Les modèles macroéconomiques distinguent les différents actifs non monétaires, soit en fonction de la provenance bancaire ou non bancaire des fonds, soit, d'une manière plus générale, en fonction des fonds ayant une provenance interne et ceux ayant une provenance externe. Cette approche crédit met aussi en évidence le fait que certains emprunteurs puissent être plus vulnérables au changement des conditions du crédit que d'autres. 1.3.1. Le canal du crédit bancaire. Le canal du crédit bancaire 6 est basé sur l'idée que les banques jouent un rôle spécifique au sein du système financier parce qu'elles sont bien placées pour résoudre les problèmes d'asymétrie d'information sur les marchés du crédit, surtout quand il s'agit des personnes physiques ou des petites ou moyennes entreprises qui sont par définition des structures plus opaques pour les investisseurs ou d'autres créanciers. Ainsi, le canal du crédit bancaire met l'accent sur le rôle des banques dans la structure financière de l'économie, et sur le rôle particulièrement critique que les banques jouent dans la transmission des actions de la politique monétaire à l'économie réelle. Les actions de la politique monétaire qui ont des effets sur les positions de réserve des banques généreront des ajustements en termes de taux d'intérêt et de répartition entre les différents postes des bilans des banques. Les effets sur les réserves des banques et sur les taux d'intérêt influencent aussi l'offre de crédit des banques, c'est-à-dire l'actif du bilan bancaire. Si les banques ne peuvent pas compenser un déclin de leurs réserves en ajustant le portefeuille des titres ou en levant des fonds via le passif qui ne nécessite pas de consommation de réserves, comme les CD7 aux États-Unis, le crédit bancaire ne peut que se contracter. Si le prêt bancaire est spécifique, dans le sens où les emprunteurs de la banque n'ont pas de substitut immédiat pour l'obtention des fonds, la variation des capacités de crédit d'une banque peut avoir des conséquences sur l'ensemble des dépenses. Par conséquent, l'élément clé du canal du crédit bancaire est représenté par le manque des substituts immédiats pour les dépôts du côté du passif du bilan des banques, et par le manque de substituts immédiats du crédit bancaire du côté des prêteurs. Mais le canal de crédit global ne se limite pas au canal du crédit bancaire. Les imperfections du marché du crédit peuvent caractériser tous les marchés de crédit, influençant la nature des contrats financiers, donnant la possibilité d'équilibrer à travers le rationnement et créant un écart entre les coûts de financement internes et externes. Cet écart apparaît à cause des coûts d'agence associés aux asymétries de l'information et à l'incapacité des prêteurs à surveiller les emprunteurs sans engager des dépenses. Une récession qui affaiblit la capacité d'autofinancement d'une entreprise
peut générer un effet d'accélérateur financier, car l'entreprise est forcée de se baser plus sur des financements externes ayant un coût plus élevé exactement au moment où le déclin de l'autofinancement entraîne la hausse du coût relatif des fonds externes. Ainsi, un resserrement monétaire qui augmente le coût des financements externes aura des effets restrictifs supplémentaires sur les dépenses. De cette manière, le canal crédit peut servir à propager et amplifier la contraction de l'offre monétaire initiale. Le rôle macroéconomique du canal crédit a été étudié par les économistes tout au long du XXe siècle avec Fisher en 1933, Gurley en 1955, Shaw en 1960, Kindleberger en 1973 et 1978, Minsky en 1964 et 1975, Gertler en 1988, etc. L'étroitesse des marchés boursiers, même dans des zones économiques développées comme la zone euro, et le degré élevé de dépendance vis-à-vis des banques, qui est plus fort en Europe qu'aux États-Unis 8, devrait favoriser l'apparition d'effets importants sur la croissance liés au canal crédit. 1.3.2. Les canaux des bilans. Le canal du bilan trouve son origine dans l'existence des problèmes d'asymétrie d'information sur les marchés de crédit. Si la situation nette d'une entreprise est tout juste équilibrée, les prêteurs disposent d'une moindre garantie en contrepartie de leurs prêts, ce qui rend les problèmes de sélection adverse 9 et d'aléa moral 10 plus significatifs lors de l'octroi des prêts, augmente la probabilité de défaut des prêteurs et aboutit par conséquent à une réduction des prêts destinés à financer les dépenses d'investissement. Une politique monétaire expansionniste entraîne une hausse des cours des actions en améliorant la situation nette des entreprises et aboutit à une augmentation des dépenses d'investissement et de la demande globale puisque les problèmes de sélection adverse et d'aléa moral sont moindres. Le canal de transmission de la politique monétaire par le bilan peut être schématisé de la manière suivante. M flèche vers le haut égale plus grand que PA flèche vers le haut égale plus grand que sélection adverse et aléa moral flèche vers le bas égale plus grand que prêt flèche vers le haut égale plus grand que I flèche vers le haut. Une politique monétaire expansionniste qui provoque une baisse des taux d'intérêt a comme effet une amélioration des bilans des entreprises car elle contribue à l'augmentation de leurs revenus d'exploitation, réduisant ainsi les problèmes de sélection adverse et d'aléa moral. Ce canal de bilan supplémentaire pourrait être schématisé comme suit. M flèche vers le haut égale plus grand que I flèche vers le bas égale plus grand que trésorerie flèche vers le haut égale plus grand que sélection adverse et aléa moral flèche vers le bas égale plus grand que prêt égale plus grand que I flèche vers le haut égale plus grand que I flèche vers le haut. Un troisième canal de bilan agit par le biais des effets de la politique monétaire sur le niveau général des prix. Comme les versements au titre d'une dette sont fixés par contrat en termes nominaux, une hausse non anticipée du niveau des prix réduit la valeur du passif d'une entreprise en termes réels, en allégeant le poids de la dette mais pas la valeur de l'actif. Ce canal peut être résumé comme suit. M flèche vers le haut égale plus grand que P flèche vers le haut non anticipé égale plus grand que sélection adverse et aléa moral flèche vers le bas égale plus grand que prêt flèche vers le haut égale plus grand que I flèche vers le haut égale plus grand que I flèche vers le haut. Dès 1933, Irving Fisher, page 337 à 357, parle de ce canal crédit, plus précisément des variations non anticipées du niveau de prix qui ont une forte incidence sur la demande globale. 1.3.3. Les effets sur le patrimoine des ménages. La plupart des recherches sur le canal crédit portent seulement sur les dépenses d'investissement des entreprises, alors qu'elles devraient porter aussi sur les dépenses consacrées aux biens de consommation durable et immobiliers des personnes physiques. Une réduction des prêts bancaires causée par une rigueur monétaire devrait entraîner une baisse des achats des biens de consommation durable et immobiliers par les ménages qui n'ont pas accès à d'autres sources de crédit. De même, une hausse des taux d'intérêt entraîne une dégradation de la situation patrimoniale des ménages, car la valeur des actifs à revenus fixes est affectée négativement. Pour Mishkin 1978, page 918 à 937. Ce n'est pas la réticence des prêteurs à octroyer des crédits qui entraîne une baisse des dépenses, mais c'est la réticence des personnes physiques à dépenser en anticipation des difficultés financières futures qui cause la baisse. Ainsi, Mishkin voit l'impact des effets du canal crédit sur le patrimoine des ménages plus par le biais de la propension des consommateurs à dépenser que par celle des prêteurs à octroyer des crédits.
Ainsi, si les consommateurs anticipent une probabilité plus forte de connaître des difficultés financières, ils préfèrent détenir moins de biens de consommation durable ou immobiliers, peu liquides, et davantage d'actifs financiers, plus liquides, d'où une diminution des dépenses afférentes et donc de la production globale. Le patrimoine d'un consommateur devrait avoir une forte influence sur son estimation de la probabilité de ses difficultés financières futures. Plus précisément, lorsque les consommateurs détiennent un montant élevé d'actifs par rapport à leur endettement, leur estimation de la probabilité de leurs difficultés financières futures est faible et par conséquent, ils seront davantage disposés à faire des acquisitions immobilières ou de consommation durable. Ce mécanisme de transmission de la politique monétaire peut être résumé de la manière suivante. M flèche vers l'haut égale plus grand que PA flèche vers l'haut égale plus grand que actif financier flèche vers l'haut égale plus grand que probabilité de difficulté financière flèche vers le bas égale plus grand que dépenses de biens de consommation durable et de logement flèche vers le haut égale plus grand que I flèche vers le haut. 1.3.4. Les crises financières. L'analyse précédente des canaux de crédit montre que la politique monétaire est susceptible de provoquer une crise financière, qui est un cas extrême d'aggravation des problèmes d'asymétrie d'information menant à une forte contraction de l'activité économique. Frédéric S. Mishkin, 1994, page 1 à 40, retient 5 facteurs qui peuvent être à l'origine des crises financières. 1. La hausse des taux d'intérêt par la réduction de la capacité de financement des entreprises, qui a comme conséquence l'accentuation du phénomène de sélection adverse et d'aléa moral. Une hausse des taux d'intérêt peut avoir un impact récessionniste sur l'économie beaucoup plus fort si les bilans sont déjà de mauvaise qualité, en permettant que les non-linéarités de l'impact de la politique monétaire soient importantes. 2. Le déclin non anticipé du niveau des prix comme démontré par E. Fisher. 3. La baisse des cours des actions qui dégrade la situation nette des entreprises en renforçant le phénomène de sélection adverse et d'aléa moral. 4. La montée de l'incertitude, notamment quant au remboursement des dettes qui rend encore plus difficile la différenciation entre les bons et les mauvais risques de crédit. 5. Les paniques bancaires. Une dégradation des bilans des entreprises se traduit pour les banques par des créances douteuses et comme les déposants ne peuvent pas connaître la situation des différents établissements financiers, ils sont susceptibles de retirer leurs dépôts. La contraction des dépôts qui en résulte, suivie par l'augmentation des réserves par les banques pour se prémunir contre les retraits de fonds, aboutit à une contraction cumulative des prêts et dépôts qui provoque les faillites bancaires et une panique générale conduisant au risque systémique. Mishkin démontre que la plupart des crises aux États-Unis ont débuté par une politique de rigueur monétaire qui a causé, par une forte hausse des taux d'intérêt, un effondrement du marché boursier, puis le déclenchement de la récession et enfin l'incertitude qui a mené à une vague de retrait de dépôts suivie d'un mouvement de panique bancaire. 2. Les fonctions du canal crédit. Le canal crédit opère aussi quand des changements de la politique monétaire affectent soit le bon fonctionnement des marchés financiers qui ne permettent plus le transfert des fonds des épargnants aux emprunteurs, soit le degré jusqu'auquel les emprunteurs font face au rationnement des marchés de crédit qui entraîne un manque de liquidité de la dépense globale. 2. 1. Le rationnement du crédit. Il y a plusieurs définitions du rationnement du crédit, rationnement qui n'est pas lié au coût du crédit. Jaffe et Russell, 1976, pages 651 à 666, établissent l'existence d'un rationnement du crédit quand, à un taux de marché donné, le prêteur octroie un emprunt moindre que celui demandé par l'emprunteur. Cependant, Jaffe et Stiglitz, 1990, pages 837 à 888, font remarquer que cette pratique représente un rationnement de prix standard. Des prêts plus importants seraient normalement accompagnés par un taux de défaut plus élevé et comportent par conséquent un taux d'intérêt plus élevé. Et au contraire, Jaffe et Stiglitz voient un rationnement du crédit au sens strict du terme quand, parmi un groupe d'agents, entreprises ou personnes physiques, qui semblent a priori identiques, certains obtiennent des prêts et d'autres pas. Stiglitz et Weiss, 1981, pages 393 à 410, définissent le rationnement de crédit d'équilibre comme étant présent chaque fois que,
soit parmi des demandeurs d'emprunt qui semblent a priori identiques, certains reçoivent un prêt et d'autres pas, et les demandeurs rejetés ne recevraient pas de prêt même s'ils proposaient de payer un taux d'intérêt supérieur, soit quand il y a des groupes identifiés des individus dans une population qui, avec une offre de crédit donnée, sont incapables d'obtenir des prêts à n'importe quel taux, alors qu'avec une offre de crédit plus importante, ils auraient pu. 1981, page 394 à 395. L'aspect critique de cette définition est qu'au taux d'intérêt d'équilibre du marché, il y a une demande insatisfaite de prêts qui ne peut pas être éliminée par des taux d'intérêt plus élevés. Les demandeurs de prêts qui se sont vus refuser le prêt ne peuvent pas réussir à obtenir un prêt en proposant de payer un taux d'intérêt plus élevé. C'est important de reconnaître que le rationnement du crédit est suffisant, mais pas indispensable pour que le canal du crédit puisse exister. Une thèse défendue par Gertler, 1988, pages 559 à 588, Bernanke et Gertler, 1989, pages 14 à 31, et Bernanke, 1993, pages 50 à 70, est que les coûts d'agence des marchés de crédit varient de manière contracyclique. Un resserrement monétaire qui fait monter les taux d'intérêt et génère un ralentissement économique provoquera une détérioration des bilans des entreprises, en augmentant les coûts d'agence et en diminuant le bon fonctionnement d'allocation du crédit. Les changements des conditions de crédit ne se reflètent pas seulement sur le niveau des taux d'intérêt. Ainsi, il est essentiel de comprendre comment les imperfections du marché du crédit influencent l'équilibre macroéconomique et les canaux à travers lesquels les actions entreprises dans le cadre de la politique monétaire sont transmises à l'économie réelle. Pour Frédéric S. Mishkin, 1994, page 1 à 40, 3 raisons principales permettent de penser que les canaux du crédit constituent un élément important du mécanisme de transmission de la politique monétaire. 1. De nombreux indices obtenus par l'analyse des données individuelles prouvent que les imperfections des marchés de crédit, du type de celles qui sont essentielles à l'action des canaux de crédit, affectent réellement les décisions d'embauche et de dépenses des entreprises. 2. Comme l'ont montré Gertler et Gilchrist, 1994, pages 309 à 340, il semble que les petites entreprises, davantage susceptibles d'être sujettes aux restrictions de crédit, soient plus affectées que les grandes entreprises par un resserrement de la politique monétaire. 3. La thèse de l'asymétrie de l'information expliquant les imperfections des marchés de crédit, qui est la base de l'analyse du canal du crédit, est une construction théorique qui, d'après Mishkin, s'est révélée extrêmement utile pour expliquer nombre d'autres phénomènes importants. Elle explique notamment l'origine de l'existence de nombreuses institutions financières et la structure de notre système financier. 1994, page 1 à 40. Ce qui est critique pour la présence d'un canal de crédit distinct est la présence d'imperfections dans les marchés financiers. Les théories des imperfections des marchés de crédit basées sur la sélection adverse, l'aléa moral et la surveillance servent à expliquer beaucoup de caractéristiques spécifiques au marché financier du collatéral, aux contrats de dette et à la possibilité du rationnement du crédit. La sélection adverse et le hasard moral expliquent beaucoup des caractéristiques spécifiques des contrats de crédit quand la surveillance est coûteuse. Les imperfections du marché des crédits mènent dans leur ensemble à des situations dans lesquelles les profits attendus par le prêteur ne sont pas monotoniques en ce qui concerne le taux d'intérêt exigé dans le cadre d'un prêt. Les profits attendus initialement augmentent avec le taux du prêt, mais peuvent alors atteindre un maximum avant de baisser. Ceci produit la possibilité que l'équilibre soit caractérisé par le rationnement du crédit. La demande excédentaire n'arrive pas à inciter les prêteurs à augmenter le taux d'intérêt, car en faisant ainsi, leurs profits attendus baisseraient. Plus important encore, les bilans comptent. Les variations de la valeur nette des actifs de l'emprunteur ont un impact sur sa capacité à obtenir du crédit. Une récession qui contribue à la diminution des cash flows ou à un déclin des prix des actifs, qui baisse la valeur nette réduira la disponibilité du crédit et augmentera l'écart entre les coûts de financement externe et interne. L'impact qui en résulte sur la demande globale peut générer un effet d'accélérateur financier. 2.1.1 La sélection adverse ou l'anti-sélection et l'aléa moral.
Jaffe et Russell, 1976, pages 651 à 666, analysent un modèle de marché de crédit dans lequel il y a deux types d'emprunteurs. Ceux qui sont honnêtes et qui remboursent toujours et ceux qui sont malhonnêtes et qui remboursent seulement si c'est dans leur intérêt de le faire. Au préalable, les deux types semblent identiques aux prêteurs. Le défaut de non-paiement est censé imposer un coût aux défaillants, et par conséquent, les emprunteurs malhonnêtes ne remboursent pas à chaque fois quand le remboursement du montant du crédit à rembourser dépasse le coût du non-remboursement. En prenant en considération une répartition des coûts de défaut sur l'ensemble de la population des emprunteurs, Jaffe et Russell montrent que le pourcentage des emprunteurs qui ne remboursent pas augmente avec le montant du crédit. Dans un équilibre de pooling, les prêteurs proposent le même contrat, taux d'intérêt et montant, à tous les emprunteurs, du fait qu'ils sont dans l'impossibilité de distinguer entre les deux types. Si les prêteurs opèrent avec des rendements d'échelle constants, si les coûts d'entrée sont inexistants et si les fonds sont disponibles pour les prêteurs à un coût d'opportunité donné de manière exogène, alors le taux du crédit d'équilibre doit satisfaire une condition de profit zéro pour les prêteurs. Étant donné que le rendement attendu sur un prêt est inférieur ou égal au taux d'intérêt exigé, le taux d'intérêt des crédits doit être égal ou supérieur au coût d'opportunité des fonds des emprunteurs. Dans ce modèle, l'emprunteur décide d'emprunter ou pas, mais le rendement du projet est exogène. Les emprunteurs se différencient en termes de risques sous-jacents de leur projet, et l'anti-sélection apparaît quand les changements de taux d'intérêt ont un effet sur l'ensemble des emprunteurs. Supposons maintenant que chaque emprunteur peut choisir entre plusieurs projets dont les risques sont différents. Si le prêteur ne peut pas contrôler ce choix, un problème d'aléa moral apparaît. En effet, l'aléa moral peut apparaître sur les marchés de crédit quand le comportement de l'emprunteur est influencé par les termes du contrat de prêt. C'est possible que le retour sur capital attendu par le prêteur ne soit pas monotonique en ce qui concerne le taux d'intérêt exigé pour les prêts. Des taux d'intérêt plus élevés poussent l'emprunteur à investir dans des projets plus risqués, en baissant le retour sur capital attendu par le prêteur. Joseph Stiglitz et Andrew Weiss, 1981, pages 394 à 395, essaient de comprendre les effets de l'hétérogénéité des emprunteurs et de l'information imparfaite sur les équilibres du marché de crédit en essayant de répondre à la question du rationnement du crédit. Un des principes de base de l'économie est que l'équilibre de marché entraîne une égalisation de l'offre et de la demande, que si la demande dépasse l'offre, les prix augmenteront en réduisant la demande et ou en augmentant l'offre jusqu'à ce que l'offre et la demande s'égalisent à un nouveau prix d'équilibre. Par conséquent, si les prix remplissent leur fonction, le rationnement ne devrait pas exister. Néanmoins, le rationnement du crédit ainsi que le chômage existent. Il semble indiquer un excès de demande en termes de crédit, ou un excès d'offre en termes de demandeurs d'emploi. Une méthode pour expliquer ces conditions est de les associer avec un déséquilibre de courte ou longue durée. À court terme, ces conditions sont considérées comme des phénomènes de déséquilibre temporaire. Autrement dit, l'économie a souffert d'un choc exogène et pour des raisons qui ne peuvent pas être entièrement expliquées, il y a une anormalité dans les prix du travail ou du capital, salaire et taux d'intérêt, ce qui justifie qu'il y ait une période de transition pendant laquelle le rationnement du travail ou du crédit apparaît. D'autre part, le chômage à long terme, au-dessus de ce qu'on estime comme normal, ou le rationnement du crédit sont expliqués par des contraintes gouvernementales comme la législation sur le salaire minimal ou sur le taux d'usure. L'objet des études de Joseph Stiglitz et Andrew Weiss est de montrer qu'au contraire, un marché de crédit en équilibre peut être caractérisé par le rationnement du crédit. L'intérêt des banques qui octroient les crédits consiste dans le taux d'intérêt qu'elles reçoivent sur les prêts ainsi que sur le degré de risque du prêt. Néanmoins, le taux d'intérêt qu'une banque exige peut influencer le degré de risque de l'ensemble des prêts par le choix des emprunteurs potentiels, c'est ce qu'on appelle l'effet de sélection adverse, ou en influençant le comportement des emprunteurs. 11. D'après Stiglitz et Weiss, les deux effets découlent directement de l'information imparfaite résiduelle qui existe sur les marchés de crédit, une fois que les banques ont évalué les demandes de prêt. Le prix, qui est en l'occurrence le taux d'intérêt, risque d'influencer la nature de la transaction. L'aspect de la sélection adverse des taux d'intérêt
est une conséquence du fait que les différents emprunteurs ont des probabilités différentes de remboursement de prêt. Le retour attendu par la banque dépend de la probabilité de remboursement. Par conséquent, la banque souhaiterait être capable d'identifier les emprunteurs qui ont la probabilité la plus forte de rembourser. C'est difficile d'identifier les bons risques et pour y parvenir, la banque doit utiliser plusieurs méthodes de présélection. Le taux d'intérêt qu'un individu est prêt à payer pourrait être utilisé comme un critère de sélection 12. Ceux qui sont prêts à payer des taux d'intérêt élevés sont en moyenne des individus à gros risque car ils souhaitent emprunter à un taux d'intérêt élevé parce qu'ils ne comptent pas forcément rembourser le prêt. Ainsi, plus le taux d'intérêt est élevé, plus la moyenne de risque des emprunteurs augmente, et avec elle, la probabilité que les profits de la banque baissent. Quand le taux d'intérêt et les autres termes du contrat changent, il est probable que le comportement de l'emprunteur change. Par exemple, la hausse des taux d'intérêt fait baisser le rendement des projets qui aboutissent. Stiglitz et Weiss montrent que des taux d'intérêt plus élevés incitent les entreprises à entreprendre des projets dont la probabilité de réussite est plus faible, mais qui, s'ils aboutissent, ont des rendements beaucoup plus élevés. Dans un monde où l'information serait parfaite et gratuite, la banque stipulerait précisément toutes les actions qui pourraient affecter le rendement du prêt et que l'emprunteur aurait le droit d'entreprendre. Néanmoins, la banque est dans l'impossibilité de contrôler toutes les actions de l'emprunteur. Par conséquent, la banque formulera les termes du contrat de prêt de manière aussi bien à inciter les emprunteurs à entreprendre des actions dans l'intérêt de la banque, qu'à attirer des emprunteurs ayant un profil à faible risque. Pour ces deux raisons, le rendement attendu par la banque augmentera moins rapidement que le taux d'intérêt et à partir d'un certain point, ce rendement pourra même baisser. Stiglitz et Weiss présentent un modèle de rationnement de crédit dans lequel, parmi des emprunteurs qui semblent identiques, certains reçoivent des prêts et d'autres pas. Les emprunteurs potentiels dont la demande de prêt est refusée ne pourraient pas emprunter même s'ils étaient prêts à payer plus que le taux de marché ou s'ils garantissaient leur prêt avec plus de collatéral que ce qui est normalement demandé pour l'octroi d'un crédit. Augmenter les taux d'intérêt ou les exigences en termes de collatéral pourrait augmenter la moyenne de risque du portefeuille de prêt de la banque, soit en décourage les investisseurs les plus sûrs, soit en incitant les emprunteurs à investir dans des projets plus risqués, en baissant par conséquent les profits de la banque. Par conséquent, aucun instrument ne sera nécessairement utilisé pour mettre en adéquation l'offre de fonds à prêter avec la demande de fonds à prêter. Dans de telles circonstances, les restrictions en termes de crédit prendront la forme d'une limitation du nombre de prêts que la banque octroiera, plutôt que d'une limitation du montant de chaque prêt. D'après Joseph Stiglitz et Andrew Weiss, dans un équilibre de rationnement, dans la mesure où la politique monétaire réussit à déplacer l'offre de fonds, le niveau d'investissement ne sera pas déterminé à travers un mécanisme de taux d'intérêt, mais plutôt à travers la disponibilité du crédit. Même si Stiglitz et Weiss arrivent à un résultat monétariste, ils considèrent le mécanisme qui est à la base de l'équilibre de rationnement comme n'étant pas typique de la littérature monétariste. Même si Joseph Stiglitz et Andrew Weiss ont basé leurs études sur l'analyse de l'existence d'équilibres d'excès de demande sur les marchés de crédit, ils soulignent le fait que l'information imparfaite peut aussi mener à des équilibres d'excès d'offres. Pour démontrer ceci, Joseph Stiglitz et Andrew Weiss présument que les banques ont des rendements plus élevés sur certains de leurs emprunteurs que sur d'autres. Les banques savent quels clients méritent le plus un crédit et les banques concurrentes ne le savent pas. Si une banque essaie d'attirer les clients de la concurrence en proposant des taux d'intérêt plus bas, la banque du client risque de baisser le taux proposé à son client au même niveau s'il s'agit d'un bon client et elle ne s'alignera pas sur la concurrence si son client est un mauvais client. Par conséquent, les banques chercheront rarement à voler les clients de la concurrence car elles pourront seulement attirer les clients les moins profitables. Une banque, qui a une offre excédentaire de fonds à prêter, doit établir la profitabilité des prêts qu'un plus bas taux d'intérêt attirerait. Ainsi, à l'équilibre, chaque banque peut avoir une offre excédentaire de prêts à octroyer, mais aucune banque ne baissera son taux d'intérêt. Stiglitz et Weiss expliquent qu'ils ont pu modéliser les équilibres d'excès de demande et d'offre sur les marchés de crédit, car le taux d'intérêt affecte la qualité du prêt d'une manière qui intéresse les banques. La conclusion de leur article est que la loi de l'offre et de la demande n'est pas dans les faits une loi,
et qu'elle ne doit pas être considérée comme une hypothèse nécessaire pour une analyse des marchés. D'après eux, il s'agit plutôt d'un résultat qui découle des hypothèses que les prix n'ont pas d'effet sélectif ou incitatif, et qu'ils contribuent à l'établissement de l'équilibre des marchés, ce qui ne s'applique pas au marché du travail et du crédit. 2.1.2. Les coûts de surveillance. Le paragraphe précédent illustrait comment les contrats de crédit en présence d'anti-sélection et d'aléas moral pourraient mener au rationnement du crédit en tant que phénomène d'équilibre. Une des limites de ces analyses est cependant le fait que le traitement de la nature du contrat de prêt-remboursement égal à un taux d'intérêt fixe multiplié par le montant du prêt avec ou sans collatéral a été considéré comme exogène. En 1986, pages 159 à 179, et en 1987, p. 1067 à 1152, l'économiste Williamson a illustré comment les contrats de crédit et le rationnement du crédit peuvent apparaître même en absence de problème d'anti-sélection et d'aléas moral, si les prêteurs doivent engager des coûts pour surveiller les emprunteurs. La conclusion qui en résulte est évidente. Supposons que le prêteur peut surveiller le résultat du projet de l'emprunteur seulement, à un certain coût positif. Tout échéancier de remboursement qui lie le remboursement de l'emprunteur au résultat du projet exigerait que les coûts de surveillance soient contractés. Sinon, l'emprunteur a toujours une raison de rapporter une sous-évaluation du succès de son projet. Les coûts de surveillance prévisionnels peuvent être réduits si l'emprunteur n'est surveillé que dans certains cas de figure. Si l'emprunteur rapporte un résultat de projet bas et ne rembourse pas le prêt, le prêteur engage des frais de contrôle pour vérifier la véracité du rapport. Si l'emprunteur rapporte un résultat de projet positif et rembourse le prêt, le prêteur n'a pas besoin d'engager de frais de contrôle. Williamson, 1987, page 1196 à 1216, fait l'hypothèse qu'il y a deux types d'agents, les emprunteurs et les prêteurs étant neutres en termes de risque. Le modèle de Williamson illustre que ni la sélection adverse, ni l'aléa moral ne sont nécessaires pour que le rationnement caractérise les marchés de crédit. La seule présence de coûts de surveillance peut expliquer aussi bien la forme générale des contrats de crédit dans lesquels la surveillance est prévue seulement quand l'emprunteur fait défaut, auquel cas le prêteur prend en charge le rendement de l'ensemble du projet, que l'apparition du rationnement dans certains équilibres. 2.1.3. Les coûts d'agence. L'anti-sélection, l'aléa moral et les coûts de surveillance apparaissent tous comme des facteurs importants dans une relation où le mandant, principal en anglais, délègue son pouvoir de prise de décision à un agent. Dans les marchés de crédit, le prêteur délègue à l'emprunteur le contrôle des ressources. L'incapacité de surveiller les actions de l'emprunteur ou de partager avec lui les informations dont il dispose engendre des coûts d'agence. Gertler, 1988, pages 559 à 588, et Bernanke et Gertler, 1989, pages 14 à 31, ont mis en évidence le rôle des coûts de surveillance qui rendent les sources de financement externes plus coûteuses pour les entreprises que les sources internes. En conséquence, le bilan d'une entreprise joue un rôle en influençant le coût du financement. En temps de récession, les sources internes de financement des entreprises baissent, obligeant les entreprises à se tourner vers des sources externes. Mais la détérioration du bilan de l'entreprise aggrave les problèmes d'agence et augmente le coût des fonds externes, provoquant ainsi une nouvelle contraction des dépenses d'investissement et contribuant à la récession. De cette manière, les conditions de crédit peuvent jouer un rôle important dans l'amplification de l'impact d'autres chocs et à leur propagation à l'ensemble de l'économie. Dans le modèle de Bernanke et Gertler, on pose l'hypothèse que les entreprises peuvent estimer le résultat de leur propre projet d'investissement sans engager des coûts, d'autres doivent engager un coût de surveillance pour estimer le résultat du projet. Nous supposons que les entreprises et les emprunteurs sont neutres du point de vue du risque. Si les prêteurs pouvaient évaluer les résultats de leurs projets sans coût, l'équilibre impliquerait que les prêteurs financeraient tous les projets dont la rentabilité attendue dépasse leur coût d'opportunité. Mais étant donné que l'information est imparfaite, l'entreprise est clairement incitée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.